Conseiller les populations sur leurs droits de manière générale. Droits matrimoniaux, droits fonciers, le réinvestissement et projets entrepreneurial et le règlement des litiges à l'amiable entre autres. C'est l'objectif principal de votre émission sur la Génération FM, la 93.4. Droit d'écoute. Droit d'écoute, c'est un magazine d'échange, de conseils et d'informations sur le droit et l'immobilier avec un langage jeune et frais. Le droit sera dit et l'émission aura un ton informatif, mais aussi divertissant, humoristique et décontracté. Les jeunes auront la parole et pourront développer des thèmes. Il y aura des jeux, quiz, concours et d'une manière ludique, intéresser les populations au droit. Entre autres rubriques, micro-trottoirs, des interviews, des invités et des intervenants par appel téléphonique à la radio sur le standard au 33 991 35 35, 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabou. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission donc Droit d'écoute. Nous allons parler de l'élevage, surtout dans notre région où il y a beaucoup d'éleveurs. On voit souvent des poulets, des moutons passer un peu partout là dans la rue. Alors c'est l'occasion d'en parler, y compris au niveau donc de la législation. Vous avez la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et aussi le projet donc du code pastoral. Tout cela sera dans notre émission Droit d'écoute aujourd'hui. Bonjour Yaya. Bonjour M. Dabo. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit briefing de la situation de l'élevage au niveau du Sénégal? Ok. Je crois que, bonjour chers auditeurs et auditrices. Je crois qu'au niveau du Sénégal, il y a certains différents types d'élevage que nous pratiquons au niveau du Sénégal. Donc, il y a l'élevage du poulet, il y a l'élevage du porc, qui sont plus fréquentés. Mais aussi, il y a certains élevages qu'on fait au niveau du Sénégal, comme des bovins, l'élevage des bovins, des canards, certains on élève des canards, et même certains élèvent certains poissons au niveau des rizières de temps en temps, mais les plus fréquents au niveau du Sénégal, c'est l'élevage du porc et du poulet, et un peu du bovin et du canard qu'on fait au niveau du Sénégal partout, surtout particulièrement dans la région de Ziguinchor. Donc, on fait l'élevage de poulets et des porcs parce qu'on a constaté qu'au niveau de l'élevage des porcs, parce que la région de Ziguinchor, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là et aussi il y a beaucoup de cérémonies qui font ici au niveau de la région. Et aussi, le Sénégal est frontalier par certains pays comme la Guinée-Bissau où chaque fois, eux, ils prennent leurs produits au niveau de Ziguinchor pour apporter ça au niveau de la Guinée-Bissau. Et si tu regardes, il y a le taux de semence, il y a le semence qui fréquentent au niveau de la région de Ziguinchor, c'est à cause de ça que les gens interviennent dans le domaine de l'élevage parce qu'ils ont l'accès à la terre différent que les autres régions comme Dakar. Et voilà un peu par rapport aux différents types de l'élevage que nous menons à Ziguinchor en faisant d'abord des formations dans ce domaine, du contexte qu'on a constaté qu'au niveau de la région de Ziguinchor, beaucoup d'animaux peuvent être ici abordables, comme vous allez citer, comme l'élevage de poulets, de porcs, de canards et de moutons et de chèvres même. Certains on élève vers les guimbérins. Même on a beaucoup de fermes, même dans les fermes où on fait l'élevage des poulets et des porcs avec certains partenaires et des projets qui accompagnent les jeunes dans les différentes localités, dans les villages, au niveau de la région de Ziguinchor. Et même les trois régions de Ziguinchor comme Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, voilà les différents types de l'élevage que nous pratiquons ensemble avec les jeunes au niveau de la région de Ziguinchor. Et ces jeunes aussi, avant de le faire, ils sont préparés d'abord avant d'entrer dans le domaine de l'élevage. Merci bien. Alors, concernant en fait l'élevage, nous attendons d'une minute à l'autre nos chers invités qui ont sûrement été retenus. Donc, comme on dit, c'est à la sénégalaise, quoi. On dit 16h, les gens viennent 16h30 et tout ça, alors que nous sommes en direct dans la radio, donc Génération FM. J'en profite également pour saluer tous ceux qui nous écoutent, y compris du Canada, des États-Unis. Donc, on pense très fort à eux et on les encourage également dans tous leurs projets, etc. Continuez à suivre donc Génération FM à 93.4 et également aussi donc sur le Facebook
Facebook Live. Alors, concernant donc l'élevage, il y a beaucoup de projets au niveau donc de la loi. On a vu, vous avez la loi donc agro-silvo-pastorale, mais aussi donc le code pastoral donc qui est en gestation, qui n'a pas encore été voté, qui n'est pas encore en application, mais par contre nous avons l'avant-projet donc qui peut être aussi disponible sur les réseaux. Cela dépend après donc pour ceux qui sont intéressés pour lire un peu en profondeur ce qui en est. Aujourd'hui, au niveau donc des éleveurs de Ziguinchor, tu es éleveur, Yaya? Oui, je suis éleveur et en même temps, je suis formateur en élevage. Alors justement, comment est-ce que tu as commencé dans l'élevage? Donc, moi, j'ai commencé à l'élevage en tant que volontaire, parce qu'en ce moment, j'étais volontaire, que je suis dans une organisation où je travaille dans le domaine du volontariat. Vu par rapport au domaine du volontariat, il faut avoir quelque chose en dessous. À travers les formations que j'ai eu à bénéficier au niveau de IMCA, ça me permet de faire l'élevage. En faisant l'élevage d'abord, on m'a fait une formation théorie et pratique, et aussi comment faire l'élevage, et aussi en faisant l'élevage, quels sont les aspects que tu dois respecter par rapport avant d'amener les poussins, qu'est-ce que tu dois faire, la préparation avant, et aussi pendant que les poussins sont arrivés, et aussi après aussi il y a une préparation, après si les poussins sont terminés, tu dois encore reménager encore le poulailler encore pour préparer encore, et aussi dans le domaine du marketing, et aussi le concurrent du marché par rapport à la qualité des produits que tu dois fournir aux gens qui vont acheter, et aussi comment tu vas faire par rapport au marketing, et aussi l'étude du marché. Avant de faire quelque chose, Alpha, il faut faire une étude du marché sur le terrain, de savoir les différents prix et par rapport comment tu peux le vendre et quelles sont les périodes que ces produits sont écoulables. Donc tout ça, on le fait dans les domaines pendant la formation, après la formation que j'ai pratiquée. Et aussi toujours, il nous conseille que en faisant de l'élevage d'abord, il faut commencer par une petite quantité d'abord. En testant une petite quantité à peu près 100 ou 50 poussins, de commencer à ça, ça va vous permettre d'avoir d'expérience encore. Et toujours, chaque fois, de veiller à la propriété et respecter les vaccins, les différents vaccins qu'on donne aux poussins chaque fois, c'est important. Et aussi, il y a certains aspects que le poulailler doit avoir, son positionnement, et aussi, toujours, ça a besoin de lumière, surtout la nuit. Et aussi, pendant la saison sèche et pendant l'hivernage, il y a les différents mécanismes qu'on doit mettre en place pendant les différentes périodes. Comment faire pour l'hivernage, comment élever correctement, et pendant la saison sèche, comment élever correctement sans empêcher de perdre beaucoup de poussins. Parce que le chaleur, par temps en temps, le poussin peut bouger un chat, mais parfois, il n'a pas besoin beaucoup de chaleur. Donc, ça permet les choses sont trimestrielles. Et aussi, c'est au moins que pour un poussin soit à terme, il faut au moins que 40 à 45 jours si l'alimentation est bonne. Merci. Alors, chers invités, vous avez été retardés, je vois. Là, on arrive en direct sur Génération FM, donc 93.4. Je vous remercie de votre présence. Alors, présentez-vous. Moi, je m'appelle Moussa Sané. J'habite Niafoulen et je suis dans l'élevage depuis pas mal de temps. Quand je dis l'élevage, de manière globale, parce que j'ai élevé beaucoup d'espèces à la maison et souvent on bouge pour en amener d'autres. Alors, comment tu as commencé dans l'élevage? Depuis tout petit, depuis tout petit, j'ai aimé élever et depuis lors, je m'en suis jamais détaché parce que quand tu aimes élever depuis à bas âge, à force d'élever, tu t'habitues complètement à l'élevage. Même si tu t'arrêtais quelques jours, tu ne te sens pas dans ce que tu es réellement, quoi. C'est pour cela l'élevage, je conseille toute la population casaçaise de s'initier, parce que c'est pas parce qu'on dit élevage que la personne doit amener des bœufs chez lui ou des moutons. Ça peut démarrer avec de la volaille, ça peut démarrer avec des pigeons, avec des lapins. Toutes ces espèces-là sont dans la famille de l'élevage.
Alors, merci, docteur. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Excusez-nous, on avait une urgence là. Il n'y a aucun souci, je comprends parfaitement. En plus, vous êtes vétérinaire, donc, mais je vous remercie d'être présent sur le plateau. Ça va encore enrichir encore plus donc notre débat. Pour ceux qui nous suivent actuellement en direct donc sur Génération FM à 93.4 et ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux. Alors sur la page Facebook de l'émission donc de la radio aussi, donc Génération FM. Il y a une possibilité de nous suivre à l'antenne à 93.4, mais aussi une possibilité de nous suivre en direct sur les réseaux sociaux, donc pour ceux qui sont connectés sur la page donc Facebook de la radio. Et alors, cher docteur, de point de vue donc sanitaire, comment est-ce qu'on fait pour commencer un élevage? D'abord pour l'élevage, il faut être prêt physiquement d'abord, mettre quelques moyens, ensuite être patient, partager les informations et quelquefois aussi s'attendre aux pertes. Oui. Donc l'élevage, ça dépend avec les moyens qu'on a quoi. On peut démarrer peu pour après aller progressivement, comme le dit Moussa Sané tout de suite. Et quel est l'élevage le plus rentable? Alors entre le poulet, le mouton, chèvre Et porc. et le porc? Bon, ça dépend. Pour moi, l'élevage le plus rentable, tu peux le trouver chez les bœufs, tu peux le trouver dans la volaille, Oui, tu oui. peux le trouver chez les éleveurs de porc aussi. Ça dépend de la manière dont on investit son élevage. Oui, oui. Voilà, parce que quand on investit quelque part dans l'élevage, il faut analyser, observer d'abord et aimer ce que l'on fait. Parce que quand on va élever de la volaille, par exemple, pour faire des poulets de chair, il faut impérativement qu'il y ait un budget qui te permet d'aller acheter des poussins, de l'aliment, aménager un local, le désinfecter et maintenant démarrer avec ça. Ça dépend maintenant de ta quantité que tu disposes. Mais on peut avoir de la rentabilité dans toutes sortes d'élevages, même chez les moutons, parce que ça dépend de la manière dont on fait de l'élevage de moutons. Si c'est par exemple de l'embauche, on peut le faire à 4 à 5 mois avant les périodes de tabaski et autres. Si ce sont les chèvres, c'est beaucoup plus rapide aussi. Parce que dans les chèvres, en une année, des chèvres peuvent mettre bas 2 fois. Et si c'est des chèvres qui font des mises bas de 2 à 3 petits, rapidement, tu te retrouves avec un troupeau de chèvres. C'est pour cela, j'encourage les gens à vraiment élever. Parce qu'aussi, on ne peut pas toujours attendre que les gens amènent de la bétail un peu partout au nord pour qu'on puisse s'en bénéficier. Étant donné qu'en Casamance, on a tout. On a de l'herbe, on a tous les moyens pour élever ici. Et le climat est favorable. Merci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour acheter d'abord les premiers animaux? Par exemple, quand tu as commencé pour acheter tes premiers animaux pour faire ensuite de l'élevage, ça s'est passé comment? Bon, moi, mes premiers animaux, ce sont mes oncles paternels, parfois maternels, qui m'ont offert, soit ce sont des lapins, soit ce sont des pigeons, parce que j'ai démarré avec ça. Petit à petit, j'ai commencé, après c'est les moutons, c'est les chèvres tantôt, et parfois aussi je fais de l'embauche bovine, j'achète des bœufs, je les amène, je les engraisse et je les revends. Et tout ça, ça fait partie de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, la famille de l'élevage est tellement large que si on est bien organisé, on peut avoir des milliers d'emplois là-dessus. Mais ce n'est que question d'organisation parce que récemment, même le président de la maison des éleveurs était à Ziguinchor, il est reparti même. Et on s'apprête à réorganiser ces instances-là. Et on attend une date qu'on devrait annoncer à tout éleveur de la région pour qu'on puisse se rallier et essayer d'organiser ces instances-là pour qu'on puisse parler le même langage dans la famille de l'élevage. Yaya, Ok. à ton niveau, Ok, merci. pour l'élevage, Pour comment est-ce l'élevage, que... il a dit quelque chose qui est important, c'est avoir l'amour. Je crois que c'est quelque chose qui est important, mais j'espère bien que j'ai un grand éleveur auprès de moi.
je crois que quelqu'un qui doit mettre un projet d'élevage en œuvre, est-ce que la formation est une nécessité ou pas? Impérativement. Parce qu'aujourd'hui, les vétérinaires, on en a besoin. Si c'est des gens qui font de la volaille, ils seront formés. Des gens qui font de l'embauche, des gens qui font du porc. Tous ces gens-là seront regroupés pour être formés, pour qu'ils puissent améliorer ce qu'ils font chez eux. Parce que au fur et à mesure, c'est comme dans la technologie, hein, l'élevage de jour en jour, tu vois des choses nouvelles, tu vois des façons nouvelles qui te permettent d'avancer sur ce que tu fais réellement dans ton élevage. Okay, c'est bien. Je crois que la formation, comme tu l'as dit, c'est fondamental, c'est important, parce que la formation va vous permettre de savoir quels sont les types d'élevage qui sont utiles, comment est le marché, comment est vous concurrencer, comment tu dois faire ton étude du marché. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui le font, comment tu vas faire pour contrecarrer eux, de plus écouler tes marchandises et avant et plus que eux, et aussi, surtout, la région de Casamance est un peu enclavée au temps passé, en amenant certains gens les aliments au niveau de Dakar, certains profitent de fabriquer les aliments aux Giganzo, certains fait par rapport aux pondeuses. Tout ça, ça permet à cause de la formation qu'on peut faire tout ça. Donc voilà, par rapport, comme tu l'as dit, l'importance de formation ou de savoir comment faire la concurrence des marchés, aussi la bonne qualité. Parce qu'avant de clients, il faut fournir des bonnes qualités, de connaître la qualité de l'autre. Tu vas faire plus que eux pour de prendre son client. Voilà l'importance de la formation. C'est important aussi de rappeler que le Sénégal comptait en 2010 environ 3 millions de têtes de bovins, plus de 4 millions d'ovins et 5 millions de caprins, soit un capital bétail d'une valeur de 550 milliards de francs CFA, donc 1,2 million donc, de dollars, et que seul 10% de ce capital donc, est exploité. Là, j'en profite pour me retourner vers le vétérinaire, le médecin des animaux. Quelles sont les obligations sanitaires lorsqu'on a un élevage ? Par exemple, comment on fait les vaccins, les papiers au niveau du point de vue sanitaire, comment ça se passe? Il y a des papiers qu'on cherche, par exemple. D'abord, ceux qui font l'élevage, il faut la prophylaxie. Quand vous entendez de prophylaxie, c'est des méthodes qu'on utilise médicalement ou techniquement pour un peu améliorer nos élevages. En ce qui concerne la volaille aussi, il y a des papiers que le service vétérinaire délivre, par exemple. C'est le certificat qu'on délivre pour les poussins et autres. Parce que c'est des animaux qui sont prêts à la consommation. Donc à chaque fois, il y a des papiers que l'éleveur doit avoir avant de vendre ses animaux. Et lorsque, par exemple, j'allais vous dire, lorsque vous faites, par exemple, de l'élevage, vous, en tant que vétérinaire, quels sont les problèmes de santé que vous avez vus le plus souvent dans la région? On sait que souvent, on parle de goum, par exemple. Il y a des maladies vraiment, des fois, qui sont très violentes, qui frappent. Bon, au niveau donc européen, on avait parlé de la grippe aviaire, il y avait d'autres. Donc, il y a certaines maladies qui sont vraiment propres donc, à ces animaux qui sont pourtant voués à être consommés. Alors, au niveau de la région de Casamance, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces éleveurs? Quels sont les vaccins, quelles sont les maladies qui peuvent mettre en danger leur bétail? Voilà, c'est une très bonne question. En fait, l'État met toujours les moyens. Chaque année, il y a les campagnes de vaccination des ruminants. Par exemple, c'est contre la peste. C'est une maladie qui est très fréquente, la peste des petits ruminants. Il y a aussi la pasteurellose qui est aussi très fréquente au Sénégal. Et en ce qui concerne la volaille aussi, on exige aux gens de vacciner tout le temps leur volaille contre la maladie de Gumboro et la maladie de Newcastle, qui sont des maladies qui sont très fréquentes dans nos élevages. Ce qui fait que les gens qui ne vaccinent pas, cette année, on a même vu qu'il y a des gens qui n'ont pas vacciné. Et il y a beaucoup de mortalité aussi au niveau du bétail. Donc, ce que nous exhortons aux éleveurs, c'est de vacciner, de faire vacciner leur bétail. Oui. Merci beaucoup. Et concernant la mouche 7C, parce que je sais qu'au niveau, donc dans certaines zones, par exemple de la Casamance, on ne peut pas faire de l'élevage de chevaux, en tout cas. Les chevaux ne résistent pas à cause de cette mouche 7C. Est-ce que c'est un danger aussi pour le bétail? Voilà, la mouche 7C est une maladie qui est causée par des insectes qu'on appelle les taons et quelquefois les tabanidés. Donc, ce sont des maladies parasitaires sanguines. Mais actuellement, avec l'évolution de la science,
il y a des médicaments qui sont non seulement préventifs, mais aussi curatifs, qui sont là pour cette maladie de la mouche ZZ. C'est une maladie qui est très fréquente dans le sud, c'est-à-dire en Casamance et un peu vers Kaolack. Mais avec l'évolution de la médecine vétérinaire, il y a une possibilité d'élever. C'est pourquoi même on voit maintenant les races exotiques telles que les Ladoum, les Azawat ici à Ziguinchor. Ces races existent maintenant parce que le phénomène de la mouche ZZ tend à disparaître. Pour les chevaux, c'est possible même d'élever des chevaux ici à Ziguinchor. Parce que d'autant plus que dans le Kalounaï, il y a des gens qui élèvent des chevaux. Vous allez à Kolda, il y a des gens qui élèvent des chevaux. Vous allez dans le Balantakunda, il y a des gens qui élèvent aussi des chevaux. Donc, ces chevaux vivent ici en Casamance. Maintenant, ceux qui veulent élever ces genres d'animaux, ils doivent se préparer éventuellement à ce qu'on appelle les trypanocides. Ce sont des produits qui luttent contre la trypanosomiase qui sont causés par ces mouches ZZ que vous appelez tout de suite. Donc, si vous utilisez ces produits, en général, vos animaux seront épargnés de ces maladies-là. Donc, on peut avoir des chevaux à Ziguinchor. Voilà, on pourrait avoir des chevaux. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, on va parler maintenant du maintien et de l'entretien justement de ce bétail. On a vu l'acquisition en quelques mots et également au niveau donc de l'entretien de ce bétail. Alors, si vous avez par exemple des vaches, parce qu'on voit souvent des vaches se balader, des moutons, des chèvres qui sont laissés divaguer, comme on dit, on les laisse divaguer un peu partout, ils mangent, ils se nourrissent comme ils veulent. Alors, vous, en tant qu'éleveur, qu'est-ce que vous pouvez préconiser par rapport à ça pour la nourriture de ces animaux? Est-ce qu'il y a suffisamment de nourriture en Casamance ou quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on voit autant d'animaux se balader dans la rue? Pour moi, ce n'est question d'organisation, hein, parce que tout à l'heure, il a souligné, quand tu rentres dans le Kalounaï, parce que moi j'ai fait toute la brousse, quand tu rentres dans le Kalounaï, dans le Fogny, dans le Xinjiang, il y a assez de paille d'arachide. Et cette paille-là est achetée par des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est très normal, hein? C'est pas histoire de leur dire qu'ils ne devraient pas acheter ou pas. Mais si nous, on s'organise pour acheter cette paille-là, on peut satisfaire les éleveurs de Ziguinchor. Mais le problème qui se pose, si on attend jusqu'à ce que la paille finisse en brousse, tout à l'heure ce matin j'étais vers Badjouré, et j'ai demandé un peu de la paille, je n'en ai pas trouvé jusqu'à l'intérieur vers Kroup. Mais le problème qui se pose ici, si on s'organise, on peut acheter la paille très tôt et le stocker. Et on peut en utiliser toute l'année. Mais si on attend jusqu'au mois de février, mars, avril, parce que la paille c'est au mois de octobre, novembre, décembre. Mais si on attend jusqu'à ce que la paille finisse en brousse, ça a tendance à flamber. Parce que l'année passée, on est allé jusqu'à à des prix jusqu'à 10 000 francs, 11 000. Et cette année, je pense bien ce que je suis en train d'observer, on va remettre ça. Maintenant, nous, ce que l'on veut dans la famille des éleveurs, parce que quand on aura installé ces instances-là, il va falloir quand même qu'on parle à nos tutelles. Ce sont les inspecteurs, les deux, ce sont le préfet, le gouverneur, la mairie, pour qu'on puisse quand même organiser cette filière-là, parce que c'est une filière qui est très rentable. Parce que tant que les gens vivent sur terre, ils ont besoin de s'alimenter. Et vraiment, si on dit s'alimenter, l'élevage en fait partie. Alors, si les éleveurs s'organisent, ils peuvent régler ce problème-là. Merci. Alors, cher docteur, la dernière fois, on avait discuté, c'était hors antenne, vous m'avez parlé de cas, par exemple, d'animaux qui mangent les sachets de plastique, etc., et qu'on fait des opérations justement pour pouvoir les opérer et les sauver. Est-ce que ça arrive souvent? Oui, c'est très fréquent ici, parce que ce qui cause ce phénomène, c'est la divagation. Ici, les gens, au début, ne connaissaient pas l'importance des animaux, l'importance de l'élevage. Ils laissaient les animaux en divagation. C'est tout à fait normal. Un animal qui a faim a tendance à prendre ou à brouter tout ce qu'il rencontre en cours de chemin. Ce qui fait que certains animaux broutent les sachets et tout ce qui est corps plastique. Maintenant, à notre niveau, comme les plastiques ne se dissoudent pas, nous, on opte la chirurgie qu'on appelle la gastrotomie, qui consiste à ouvrir le rumen ou la panse
afin d'extraire tous ces corps étrangers. Merci. Et est-ce qu'au niveau du point de vue vétérinaire, vous pouvez faire quelque chose pour empêcher cette divagation? Est-ce que vous avez le pouvoir, par exemple, de sanction, de retirer un animal de la garde de son propriétaire, en cas où si vous constatez que l'animal a failli mourir du fait qu'il est maltraité ou autre? Je veux dire, quand par exemple, vous voyez les animaux errer un peu à droite, à gauche, est-ce que quelle autorité a le pouvoir, je dirais, moi je parle parce que vous êtes vétérinaire, donc d'aller voir le propriétaire, d'aller le sensibiliser, le conscientiser pour lui demander d'arrêter de laisser son mouton se balader, manger les fleurs un peu n'importe où, et peut-être même lui retirer la garde? Quel est le pouvoir sanctionnaire, quelle sanction on peut faire? Là, peut-être il faut sensibiliser, parce que l'élevage, comme je vous l'ai dit, il faut être d'abord prêt dans tout le sens du mot. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui élève, vous aussi vous élevez, alors que vous n'avez pas d'espace chez vous. Ça cause des problèmes. Donc, avant de faire de l'élevage, il faut être prêt d'abord. Prêt, il faut avoir de l'espace. Et aussi ce que M. Sani vient de dire, aussi c'est très important, de restructurer leur association, qui permettra peut-être de bien acheter de l'aliment afin que chacun puisse en bénéficier à des prix bas. Par exemple, s'ils sont bien structurés, ils pourront peut-être organiser de façon que l'aliment ne coûtera pas cher. Et ça permettra aux éleveurs maintenant de maintenir leurs animaux à la maison. Parce que aussi la cherté des aliments fait que des fois les gens dégagent leurs responsabilités et laissent leurs animaux en divagation. Et ça, c'est vrai, parce que quand on se rappelle, vers les années 80, il y avait les services d'hygiène qui faisaient souvent ce genre de ramassage-là. Effectivement. Et on amenait que ce soit des moutons, des porcs, on les amenait là-bas à la voirie et on demandait à la personne de payer. Mais présentement, on ne peut pas y aller dans ces méthodes-là tout de suite. Mais je pense que si on y va pas à pas, jusqu'à ce qu'on organise cette filière-là, que chacun se retrouve dedans, on amènera cette méthode-là. Parce que si on se bat jusqu'à ce que l'aliment soit moins cher, la paille d'arachide soit moins chère, les médicaments soient accessibles, on attend d'un éleveur qui s'occupe de son élevage. Et maintenant, si on prend ces moutons ou ce sont ces porcs dans la rue, en train de divaguer, on serait obligé de les prendre et de demander au propriétaire de donner quelque chose. Parce que s'il veut élever, quand même, il doit faire un petit sacrifice pour au moins améliorer ce qu'il fait. Et ça encourage les autres aussi à bien persévérer là-dessus. C'est important parce que moi j'ai souvent des chèvres et des ânes qui viennent coller ma porte là, donc je me demande toujours qui est ce propriétaire là. C'est pourquoi même je dis que pour faire de l'élevage, moi j'ai utilisé la lettre P. Oui. D'abord il faut avoir la passion, oui. Il faut être prêt, oui. Il faut partager l'information, il faut être patient et quelquefois s'attendre à la perte aussi. Ça, c'est vraiment très important parce que vraiment, je ne sais pas le propriétaire là, mais s'il m'entend là, il faut venir chercher des chèvres là devant ma porte. Là. À chaque fois, il y en a une qui se colle là contre ma porte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, maintenant, quand je sors, elle me regarde, je la regarde. Bon, elle appelle au secours. Elle appelle au secours. Non, je pense qu'elle veut être mangée. Ça, c'est autre chose. Si elle continue comme ça, elle va finir dans mon assiette là. Après, ça c'est autre chose. On va se gérer ensuite. Et c'est important parce qu'on a vu donc les deux dangers principaux donc de l'élevage, c'est d'abord donc le défaut d'entretien des animaux, c'est-à-dire il faut penser à les vacciner. L'entretien, donc vraiment, parce que c'est aussi la marchandise. Quand on a un élevage donc de bœufs, de moutons, le fait de perdre 1 ou 2 moutons, c'est quand même de l'argent perdu. Donc le mieux, c'est d'abord de vacciner pour prévenir la maladie et prévenir donc ces cas de décès. L'entretien et puis aussi le problème de divagation, c'est-à-dire le manque d'espace. On arrive, heureusement, dans la région quand même, il y a beaucoup d'espace en dehors de la ville, donc Verbrin, Djibelor, il y a encore de très beaux espaces verts pour pouvoir faire de l'élevage. Mais lorsqu'on vit en ville, par exemple dans 250 mètres carrés, c'est un peu compliqué après pour laisser son mouton. Donc ça demande une réorganisation au niveau de l'air d'élevage. À l'époque, il y avait des courants. On sait qu'on emmenait, par exemple, le troupeau paître à tel endroit, il revenait, etc. Mais maintenant, c'est plus totalement possible parce qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers aussi qui ont acheté des terres. Donc, ce sont les terres privées. Et quand on est dans un domaine privé, donc on peut pas laisser maintenant son mouton aller manger chez le voisin comme ça, alors qu'il avait l'habitude de le faire
avant. Il faut respecter donc la propriété et demander aussi au niveau des éleveurs donc d'être sensibilisés par rapport au foncier et aussi au niveau des mairies, de l'État, etc. Lorsqu'on attribue des délibérations, tout ça, de tenir compte donc de l'élevage, de ces aires de repos, entre parenthèses, donc où les moutons avaient l'habitude d'y aller. Donc il y a une petite coutume par rapport à tout ça. C'est important parce que l'éleveur, lorsque maintenant il peut plus sortir son mouton, comme tu dis, il a tendance à le laisser aller. On ne sait pas où, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. S'il revient, c'est bon. S'il revient pas, bon, tant pis, parce que des fois, il y a des poulets qui se font écraser sur la route et tout ça. Énormément. Même les moutons, des chèvres qui se font cogner par des voitures ou par des motos. Il y a des risques. Mais si tu les donnes un tout petit peu, même si tu les laisses divaguer, par exemple, et tu les donnes le matin et le soir, si c'est des chèvres, parce que moi j'en ai présentement à la maison, mais quand tu vas à la maison, tu trouves mes chèvres près de la porte. Parce que le matin, quand je me lève, je les donne quelque chose à manger. Je mets un bassin rempli d'eau, parce que ces temps-ci, il fait très chaud. Il fait très chaud pour les êtres humains et il fera très chaud pour les animaux aussi, parce qu'ils doivent boire. Et l'après-midi, vers 17-18 heures, tu les donnes un tout petit peu, mais tes animaux ne seront pas loin. Quand tu les vois pas, tu te diras, ah, il y a problème. Mais si tu les ouvres le matin, tu les donnes rien à manger, jusqu'à 13h, midi 13h, 14h, jusqu'à 15h, ils n'ont pas à boire à la maison, mais ils vont boire quelque part. Soit c'est de l'eau de savon, soit c'est de l'eau qui n'est pas donnée à des animaux pour qu'on puisse les donner à boire cette eau-là. Il y a beaucoup de risques. C'est pour cela que les éleveurs doivent être observateurs. Parce qu'un éleveur qui est observateur, s'il se lève le matin et qu'il regarde si c'est de la volaille, si c'est des chèvres, si c'est des moutons, si c'est des bœufs, s'il est habitué à ces animaux, s'il les observe durant 30 à 1 heure de temps, il doit pouvoir détecter un tout petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, pour pouvoir alerter son vétérinaire d'anticiper le traitement. Parce que tu ne dois pas attendre que ton animal soit complètement mourant pour demander au vétérinaire de venir intervenir. Et au niveau des changements climatiques, on a vu qu'il y a quand même l'érosion côtière, il y a un bouleversement climatique, on ne peut pas le nier, hein, contrairement à Trump. Donc vraiment, la nature a besoin d'être préservée. Qu'en est-il au niveau de la Casamance? J'en profite aussi pour passer un peu la parole aussi donc à Yaya. Au niveau donc du changement climatique, comment est-ce que vous organisez? Parce qu'on a vu même que la pluie a changé, les saisons changent, on n'a plus la même pluie au bon moment. Donc en tant qu'éleveur, comment est-ce que vous organisez maintenant? Je crois que dans ce sens, permettez-moi de parler un peu par rapport à ce que tu as dit, par rapport si les gens qui laissent l'animal d'aller partout. Je crois qu'au niveau des quartiers, il y a des chefs de quartier, les délégués de quartier. Dans certains quartiers, si un animal sort toujours, même la nuit, le gars n'a pas à garder son animal, il va aller chez le chef de quartier ou le délégué de quartier. Il y a un comité de quartier qui est là-bas. Il y a une commission qui est chargée de confus. Il va lui informer de ça. Il va d'aller voir le gars, de dire il faut prendre ton aliment parce qu'il vient chez lui, S'il le fait 2 fois, 3 fois, il n'a pas fait. Si le gars le trouve là-bas, il peut lui amener chez le chef de quartier. Voilà par rapport à ça. Mais actuellement, par rapport au changement climatique, je crois que c'est quelque chose qui est l'actualité. C'est à cause de ça, chaque fois, les jeunes la formation, ça va être utile dans ce moment. De savoir quel moment s'il y a des changements climatiques, qu'est-ce que tu dois faire? Et aussi, les gens doivent faire la prévention. La prévention, c'est quoi? N'attendez pas que le changement climatique arrive, mais il faut toujours prévenir. De faire des reboisements au niveau des différents quartiers, au niveau de votre couloir, au niveau des forêts. Ça va permettre, le changement climatique n'aura pas assez de force. Donc, c'est important que tout le monde doit préparer de s'y mettre par rapport au reboisement. Et aussi par rapport de la sensibilisation, les gens doivent observer les arbres vivre correctement. Sinon, si le changement climatique arrive, il y aura beaucoup de choses. Parce que le changement climatique, personne ne peut pas maîtriser ça à 100%. Mais ça varie. Donc, toute prévention, c'est l'effet des reboisements. Oui, alors pour le changement climatique, comment est-ce que vous faites en tant qu'éleveur? Bon, pour le changement climatique, moi, je dirais que c'est l'État qui devrait nous venir un peu en appui, parce que tu le disais tantôt, pour régler le problème foncier et avoir aussi des
des semences d'herbes fourragères qui permettraient d'avoir des hectares emblavés en herbe pour que maintenant le bétail puisse se rendre dans ces zones-là pour qu'on puisse un tout petit peu atténuer. Parce que qui dit changement climatique, qui dit beaucoup de risques. Parce que c'est des choses qu'on ne parvient pas à maîtriser. Et si au fur et à mesure on laisse les éleveurs seulement se débrouiller, ça va causer des dégâts. Parce qu'aujourd'hui le Sénégal n'a pas encore réglé totalement ces problèmes en élevage. Et chaque fois on est obligé de demander nos pays voisins de nous aider, que ce soit la Mauritanie, le Mali, quand on est par exemple en période de tabaski et autres. Aujourd'hui, on doit vraiment renverser cette tendance-là. C'est vrai que ce n'est pas facile, ça ne sera pas du tic au tac, mais ça sera un travail de longues années qui permettront quand même, si on se dit par exemple, on se fixe des objectifs d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, de s'y mettre réellement. Parce qu'aussi, il faut se dire la vérité, ce que j'ai observé dans l'élevage, depuis que je suis né, si c'est quelqu'un à féliciter, c'est Madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye. Sincèrement, j'ai vécu 3 régimes ici et j'ai vu que ce qu'elle a fait dans l'élevage, franchement, aucun ministre n'a pas encore fait ce pas-là. Parce que dans chaque région aujourd'hui, il y a un budget qui est là pour acheter de l'aliment pour les éleveurs à un prix qui doit concurrencer le marché. Si le marché est à 8500, nous on se débrouille jusqu'à ce qu'on atteigne maximum achat, tout et tout, jusqu'à ce qu'on atteigne peut-être 7000, 7500. Et là, on est en train de réfléchir aussi sur ce que je vous ai dit, l'aliment, la paille et d'autres trucs. Parce qu'elle nous a vraiment encouragé et elle a boosté l'élevage au Sénégal. Il y a des bœufs récemment qu'on a amenés de l'étranger et c'est pas la première fois pour le lait. Il y a des chèvres, il y a du tout qu'elle est en train d'amener au Sénégal. Que ça soit du Brésil, elle amène du tout au Sénégal. Depuis qu'elle est là, c'est vrai, on l'a changé, mais ce qu'elle a fait pour l'instant, sincèrement, elle a fait un pas dans l'élevage quand même. Et est-ce que ça a changé vos habitudes? Bon, ça a un peu amélioré les habitudes quand même. Parce que elle a tout fait pour que les éleveurs soient parfois formés dans des séminaires. Et si on observe bien le nombre d'éleveurs qui a été formé par rapport à d'autres années, franchement, il y a un pas. Maintenant, il reste beaucoup à faire aussi parce que dans le monde de l'élevage, tout n'est pas parfait. Il faut que chaque fois qu'on sensibilise, par exemple, il y a une journée de l'élevage, journée d'insémination, journée de vaccination, tout ça, ce sont des journées qui doivent permettre à tout éleveur de vraiment s'initier, de s'informer et de se former. Oui, alors, docteur, j'allais vous poser la même question. Au niveau des changements climatiques, la maîtrise de l'eau, parce que souvent le bétail a besoin de boire, il avait des points d'eau à l'époque, etc. Comment est-ce que ça se passe parce que je sais que tu connais un peu les éleveurs aussi. Donc, est-ce que ça a changé leurs habitudes? Pour les changements climatiques, l'État doit encore mettre l'accent sur ça, renforcer les capacités. Surtout comme monsieur l'a dit tout de suite, aussi le reboisement est très important aussi. Créer des forages qui permettront aussi l'abreuvement des animaux aussi, c'est important. Ouais. Merci bien. Alors là, on est en train de faire un petit tour du statut de l'éleveur, en sachant quand même que vous avez le projet de code pastoral qui est encore en gestation. Et aussi donc la loi dont je vous ai parlé juste avant de commencer cette émission. Et donc il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, comme vous l'avez bien dit, par exemple donc l'achat d'aliments, l'élevage, l'entretien de l'animal, la vaccination, également aussi après donc son problème de nourriture au niveau aussi de l'espace, donc les problèmes de foncier, parce qu'il y a beaucoup des fois de conflits entre les éleveurs et puis les propriétaires fonciers. Il y a aussi donc d'autres cas, par exemple, qu'on peut soulever au niveau de l'élevage. Quelles sont d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés, par exemple?
Par exemple, les difficultés qu'on est confronté dans l'élevage, ce sont ces problèmes-là, les problèmes de terre. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un troupeau, le matin quand il se lève, c'est d'amener son troupeau au pâturage. Maintenant, en amenant son troupeau, impérativement, le berger ne peut pas être partout. Il y a certains qui vont toucher dans le champ de l'agriculteur et ça amène des problèmes. Et ça, c'est l'État qui devrait quand même nous aider ici pour qu'on puisse avoir des terres aménagées où il y a de l'herbe fourragère qui est semée, entretenue. Ça permettra aux gens d'aller là-bas, d'amener leur bétail. Et ça ne posera pas de problème parce que si on observe bien, on est entouré par des rizières. Et je pense que si on exploite ces rizières-là, parce que ces rizières-là, quand tu creuses 4 à 5 mètres, tu as de l'eau. Installer des forages là-bas, je ne pense pas que ça soit trop compliqué. Je ne pense pas, parce que la nappe n'est pas loin. Et si on utilise cette nappe-là et on sème des herbes fourragères durant toute l'année, je pense qu'on doit pouvoir régler le problème. Mais si on laisse les éleveurs le choix, par exemple, de leur propre initiative, ça pose problème. Eux, ils peuvent élever, entretenir, nourrir leurs bêtes. Mais quand même, si on nous donne un appui, par exemple, là où on peut amener ce bétail-là, ça serait vraiment un idéal. Et si on le faisait pour chaque région, je pense qu'on sera un peu en avance par rapport aux années précédentes. Alors, docteur, vous aussi, quelles sont les autres difficultés auxquelles peuvent être confrontés, par exemple, les éleveurs, point de vue sanitaire, point de vue environnemental? Qu'est-ce qu'on peut compléter? Voilà, il y a trop de difficultés. Il faut oser le dire aussi. Parce que quelquefois aussi, on dirait que les éleveurs ne tiennent pas compte de leurs animaux. Quelquefois, on fait des campagnes de vaccination. Chaque année, d'ailleurs, ça, on le fait. Mais le nombre que nous voulions, les estimations que nous voulions, des fois, on a des problèmes pour atteindre nos objectifs. Les populations ont du mal à sortir. C'est très difficile. On organise des campagnes, on fait des sensibilisations au niveau des lieux publics, tels que les mosquées, les chefs de quartier. Mais quelquefois, certains éleveurs aussi, ils restent à la maison, ils attendent le vétérinaire qui viendra faire le vaccin encore. Alors que ce sont des vaccins qu'on a organisés pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se rencontrer dans un lieu public afin de faciliter le travail. Ça, c'est une difficulté. La deuxième chose aussi, la deuxième difficulté, il y a aussi l'automédication. L'automédication, on voit que beaucoup de gens maintenant ils payent le produit, ils ne savent pas l'impact du produit. Par exemple, à quelques jours de la Tabaski, vous voyez des gens qui administrent des antibiotiques aux animaux et ces animaux-là sont destinés à la consommation. Peut-être on ne peut pas voir tout de suite l'impact, mais d'ici les années à venir, ça peut créer des problèmes de santé pour l'homme. Ça, c'est un problème. Donc, chaque produit qu'on administre à un animal, il y a un temps de délai. Il y a un temps de délai pour qu'on puisse consommer. Mais imaginez, vous devez vendre votre mouton demain, vous le piquez aujourd'hui. Il y a problème. Vous ne regardez pas l'intérêt public, mais vous regardez comment faire pour vendre votre mouton. Ça, c'est un autre problème aussi. Ouais. Yaya, la même question. Moi, problème, difficulté que je vais citer, le problème. Donc, il y a manque de formation de certains éleveurs. Après ça aussi, je crois qu'il y a problème d'insuffisance d'aliments au niveau de la région de Ziguinchor. Parce que presque tout aliment que vient de Dakar, pas beaucoup de gens qui produisent ici d'aliments. Il y a peu de gens qui produisent d'aliments. Moi, je connais que 2 personnes qui produisent aliments. L'autre, c'est un net. Et voilà les 2 qui produisent des aliments. Ce sont des bons aliments. Mais la population n'approche pas pour avoir des connaissances comment faire des aliments. Si tu regardes, de temps en temps, l'aliment manque à Ziguinchor. Dakar est loin, c'est des kilomètres. Si les gens fabriquent ici les aliments, ça sera mieux. Si on vient par rapport aux vaches et les autres, donc, paille d'arachide, c'est une difficulté au niveau de la région de Ziguinchor. Parce que les gens ne cultivent pas cette paille pour nourrir leurs aliments, leur animal, mais c'est pour à vendre.
Et même parfois, j'ai vu certaines régions même, après l'hivernage, ils gardent leur paille jusqu'à l'approche, leur aliment mange cette paille jusqu'à l'approche de l'hivernage encore. Mais ce n'est pas le cas au niveau de la région de Ziguinchor. C'est une difficulté. Deuxièmement, ce qui élève des poussins, des poulets. Si tu regardes, il n'y a pas des gens qui produisent ici des poussins au niveau des Ziguinchor, ce n'est pas beaucoup. Les gens qui, jusqu'à Dakar, de Amoné. Et regarde la distance. Et là, le temps passé où il faut passer par la vague. Parfois, tu passes 2 nuits ou 3 nuits. Combien de pertes tu auras? Je crois que tout ça, c'est des difficultés. Tout ça, c'est des difficultés. Et aussi, je crois qu'il y a un manque de communication. Il n'y a pas hiérarchie des actions. Parce que quelqu'un peut élever, peut être commerçant, vendre, quelqu'un peut produire des aliments et de faire la connexion de vendre, de travailler ensemble. Je crois qu'il y a un manque de générosité aussi entre les éleveurs. C'est important de rappeler donc la transformation, la commercialisation donc de ces animaux, parce que quand on élève, c'est pour vendre, donc il faut écouler la marchandise. Et alors, est-ce que vous avez des difficultés pour écouler la marchandise? Bon, pour la marchandise, en ce qui concerne par exemple les chèvres et la volaille, ça s'écoule facilement, hein, parce qu'aujourd'hui on est avec un pays frère, la Guinée-Bissau. Ces gens-là achètent énormément de chèvres. Et la volaille, c'est pareil. Pendant toute l'année, quand tu as ton calendrier, par exemple, dans telle fête, quand tu fais rentrer des bandes de poulets, facilement, tu peux les écouler. Mais il suffit de t'organiser. Parce que parfois aussi, il faut que quand tu fais de la volaille, fais tout pour avoir un réfrigérateur qui te permet de conserver, quand tu abats, par exemple, les poules qui sont à terme, et de les geler pour pouvoir bien les revendre à des clients. Le marché est là parce que quand on observe bien, que ce soit dans le du petit ou du grand ruminant, les gens écoulent tout le temps parce qu'on se rend, souvent on se rend vers Kochari, vers Sinthioumalem, vers Misra. Aujourd'hui même, les gens, il y a le Lumo de Misra qui est vers Kaolack. D'autres vont jusqu'à Fouta, Linguère, acheter des moutons, des chèvres, des bœufs pour les amener ici à Ziguinchor et les revendre. Et il y a d'autres qui achètent pour les nourrir, faire de l'embauche. Et vraiment, le marché est là. Oui, le marché est là quand même. Et est-ce qu'il y a la transformation de produits? C'est-à-dire que ce qu'on vend, c'est vraiment le mouton en tant que tel comme ça? Ou bien est-ce qu'on vous demande par morceau? Ou est-ce qu'on vous demande par exemple le mouton mais transformé sous forme par exemple, je sais pas, de barquettes de corne-bœuf, etc. Donc comment ça se passe en fait au niveau du marché? C'est purement donc la chèvre comme ça que vous vendez? Bon, quelle est la demande? La demande, c'est souvent des gens qui viennent, qui achètent et qui ramènent chez eux. Qui tuent et pour des festivités, pour par exemple mettre dans leur réfrigérateur et consommer. Mais le marché qui est beaucoup plus accessible, c'est le marché de la Guinée-Bissau parce que souvent, quand la campagne démarre, il y a beaucoup de mouvements de bétail qui bougent vers ces zones-là. Et même ici à Ziguinchor, proprement dit, il y a d'autres qui viennent dans le daral du petit ruminant, ils achètent. Ils amènent à l'abattoir, ils tuent et ils amènent chez eux. La demande elle est là. Il y a d'autres qui achètent pour un baptême, il y a d'autres qui achètent pour faire plaisir à un ami ou autre. Elle est là quand même. Le plus souvent, les gens ils achètent les animaux en vif, quoi. C'est-à-dire en vif. Oui. Et pour le financement, on va parler un peu d'argent aussi. Donc, est-ce que vous avez des aides pour le financement demain, donc de l'État? Si je veux par exemple me lancer dans l'élevage, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des aides de financement, etc., etc.? Oui, les financements sont là, mais il y a un problème pour moi, hein, parce que quand tu finances quelqu'un qui évolue dans l'élevage, il faut le financer très tôt. N'attends pas 3 à 4 mois pour le financer et après ces 4 mois écoulés, c'est tout juste le remboursement. Ça pose problème. Et comment faire pour bénéficier de ce financement? Bon, ces financements, moi, quand j'avais ces informations, c'est au niveau, par exemple, des crédits mutuels, de la CNCA,
Bon, j'avais des informations, des échos que ces banques-là financiers. Mais aujourd'hui, quand on observe dans le Daral d'Hypotérimina et les gens qui habitent, les gens n'ont pas tendance à aller prendre ces financements. Et c'est très important d'aller les prendre. Parce que quand même, quand on veut vraiment développer ce qu'on fait, il faut quand même oser prendre des financements et se faire former d'abord, prendre ces financements et bien travailler. Alors, quand on parle de financement, il y a plusieurs financements. Il y a le crédit bancaire, mais il y a aussi l'aide de l'État. Est-ce que, par exemple, dans le cadre, par exemple, de l'aide de l'État, il y en a? Oui, il y en avait même des projets comme le PASSEL qui aidaient les gens à construire des poulaillers et qui les aidaient à payer des géniteurs. Il y avait des projets de l'État aussi. Oui. Ces projets-là aussi étaient là. On finançait des éleveurs parce qu'une fois, j'ai vu qu'on aménageait des locaux pour des éleveurs, que ce soit quelqu'un qui fait mouton, quelqu'un qui fait porc ou quelqu'un qui fait de la volaille. Donc, il faut aller à l'information. Il faut aller surtout à rapprocher vers les organismes spécialisés et vous accompagner. Aussi des inspections régionaux et départementaux de l'élevage. Ils ont souvent des programmes qui sont là pour accompagner les éleveurs. C'est très important, là on se rapproche quasiment donc de la fin de l'émission, de rappeler quand même l'importance de l'élevage. Tu l'as bien mentionné, on a tous besoin de manger. Donc de manger de poulet, de manger donc de la viande. Il y a aussi la tabaski. Malheureusement, le Sénégal est toujours obligé de ramener des moutons de Mauritanie ou bien d'autres pays parce qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande qui est très très forte. Alors il faudrait vraiment penser que c'est un métier quand même d'avenir, c'est un métier noble. C'est un métier quand même très important pour nous parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis c'est un métier aussi qui aide certaines familles de sortir de la pauvreté. Parce que vous avez beaucoup de familles qui font de l'élevage, même en petite quantité, dans une quantité peut-être un peu moindre ou un peu plus importante, mais en tout cas, ça aide quand même à arrondir les fins de mois. Et c'est important que lorsqu'on se lance dessus, donc d'être prêt et aussi de penser à la vaccination, à l'entretien donc de cet animal pour ne pas le laisser mourir de faim, mourir faute d'entretien, mourir faute donc de vaccins, donc de soins santé, mourir aussi pour d'autres causes. Et aussi, donc, vous l'avez bien rappelé, c'est de le faire aussi parce que vous aimez ce métier. Donc, quand vous aimez ce métier, vous n'allez pas laisser vos animaux mourir. Donc, au contraire, vous aurez envie de les prendre donc sous votre aile et donc d'en prendre soin jusqu'à ce qu'ils soient vendus, jusqu'à ce qu'ils trouvent le destin auquel donc vous vous vouez l'un et l'autre. C'est très important, en sachant qu'il y a toujours des moutons, des fois même pour des raisons culturelles, on dit 1 ou 2 moutons c'est bien, ça apporte la chance, etc., par rapport donc problèmes mystiques ou autres. Donc, c'est important de rappeler que ce sont des animaux qui ont besoin de bois, comme vous l'avez bien dit, surtout dans les périodes de grande chaleur, de penser à l'entretien donc de ces animaux, c'est vraiment important. Alors, Yaya, qu'est-ce que tu pourrais rajouter avant de rendre l'antenne? Je crois qu'il faut de renforcer la communication et les gens aillent vers l'information. Je crois que c'est important et aussi de structurer, les éleveurs puissent structurer, d'avoir une organisation et de travailler ensemble, c'est une d'action parce que de savoir que tout le monde ne peut pas faire un même travail en même temps. Ne peut pas élever, tous les éleveurs ne peuvent pas élever la même période du poulet. C'est impossible. Les gens qui élèvent du poulet doivent faire un calendrier où ce qu'on doit faire, Ça va permettre l'écoulement, ça sera facile. Et aussi, c'est important aussi de toujours de travailler ensemble et de renforcer les formations. Je crois que la formation est fondamentale. La formation, c'est quelque chose qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans les situations, si vous avez beaucoup de choses en train de faire les mêmes choses, comment vous pouvez faire pour écouler. Et aussi de chercher toujours un plan B qui va vous permettre aujourd'hui d'acheter des frigos. Même il y a certaines bourses qui sont là. Il y a des restaurants. Tout ça, il faut acheter des poulets pour la consommation. C'est important de faire des collaborations et même signer des partenariats avec certains restaurants de les fournir. À ce moment, tu seras assuré que dès que le poulet est en terme, il y a un restaurant qui est prêt pour que chaque fois je le servir. Tu vas le connaître chaque jour, tu vas le servir combien. À travers ça, tu peux savoir combien de poulets que tu peux faire pour les 45, après les 45 jours. Il y a quelqu'un qui est prêt pour attirer tous ces poulets-là. Merci, on va faire un petit tour rapidement d'horizon. Quelques recommandations pour les éleveurs? Bon, moi, je fais un appel à tous les éleveurs de la région, dans tout élevage, de remplir les normes. C'est quoi? 4 photos, plus sa photocopie d'identité,
à déposer soit chez Dr Bodian, soit chez Odaral du Petit Ruminant, chez Aliou Sow. Parce que la maison de l'éleveur s'apprête à renouveler ses instances et on voudrait organiser toute la filière, tous les gens qui évoluent dans l'élevage. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Yaya, la formation elle est essentielle dans toute chose. Et si on veut quand même former ces gens-là, il faut que ces gens-là soient regroupés quelque part pour qu'on puisse parler le même langage. Et si on parvient à regrouper ces gens-là, on pourra quand même faire quelque chose dans l'élevage, quelque chose de réel. Parce qu'il y a des associations qui sont dans la région, mais la maison de l'éleveur englobe tous ces gens-là. C'est pour cela que je fais un appel à tous ces gens-là pour que chaque éleveur, là où il est, de faire tout pour qu'il s'approche, déposer ces normes-là, parce que ces 4 photos, plus la photocopie d'identité, ce sont ces dossiers-là qui iront à Dakar. Quand le carnet va venir, c'est à partir de ce même moment-là que la personne va payer 5 000 francs pour 5 ans. Et ça, c'est accessible. Et ça permettra les formations et tout ce qui en suit pour qu'on puisse développer cette filière-là. Merci. Docteur, dernier mot. C'est très important ce qu'il a dit. Il faut que l'élevage soit structuré. Donc, par exemple, déjà ce programme-là, c'est déjà bien. Ça permettra aux éleveurs d'être mieux organisés afin de revendiquer certains droits et de voir comment faire développer leur... Je pense que si ce programme marche, il y aura moins de divagation et vous verrez que l'élevage prendra de l'ampleur dans cette région de Ziguinchor. C'est à encourager vraiment. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite donc pour rendre l'antenne. Dans quelques minutes, vous allez suivre donc le journal sur Génération FM 93.4. Je vous dis donc à jeudi prochain pour un autre thème. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous allons parler donc du mariage blanc. Alors, à très bientôt et gardez l'antenne sur Génération FM. Merci. Génération FM 93.4. Ça y est, c'est vite fait.